Je ne devais plus cesser par la suite d'être continuellement invité, fût-ce avec quelques personnes seulement, à ces repas dont je m'étais autrefois figuré les convives comme les apôtres de la Sainte-Chapelle. Ils se réunissaient là, en effet, comme les premiers chrétiens, non pour partager seulement une nourriture matérielle, d'ailleurs exquise, mais dans une sorte de scène sociale, de sorte qu'en peu de dîners, j'assimilais la connaissance de tous les amis de mes hôtes, amis auxquels ils me présentaient avec une nuance de bienveillance si marquée, comme quelqu'un qu'ils auraient de tout temps paternellement préféré, qu'il n'en est pas un d'entre eux qui n'eût cru manquer au duc et à la duchesse s'ils avaient donné un bal sans me faire figurer sur sa liste. Et en même temps, tout en buvant un des ikèmes que recelaient les caves des Guermantes, je savourais des ortolans, accommodés selon les différentes recettes que le duc élaborait et modifiait prudemment. Cependant, pour qui s'était déjà assis plus d'une fois à la table mystique, la mendication de ces derniers n'était pas indispensable. De vieux amis de monsieur et de madame de Guermantes venaient les soirs, après dîner, en cure-dents, aurait dit madame Swann, sans être attendue, et prenait, l'hiver, une tasse de tilleul aux lumières du grand salon, l'été, un verre d'orangeade dans la nuit du petit bout de jardin rectangulaire. On n'avait jamais connu des Guermantes dans ces après-midi au jardin que l'orangeade. Elle avait quelque chose de rituel. Y ajouter d'autres rafraîchissements eût semblé dénaturer la tradition, de même qu'un grand raout dans le faubourg Saint-Germain n'est plus un raout s'il y a une comédie ou de la musique. Il faut qu'on soit censé venir simplement, eût-il 500 personnes, faire une visite à la princesse de Guermantes, par exemple. On admira mon influence parce que je pus à l'orangeade faire ajouter une carafe contenant du jus de cerise cuite, de poire cuite. Je pris, en inimitié à cause de cela, le prince d'Agrigente qui, comme tous les gens dépourvus d'imagination, mais non d'avarice, s'émerveille de ce que vous buvez et vous demande la permission d'en prendre un peu. De sorte que, chaque fois, M. d'Agrigente, en diminuant ma ration, gâtait mon plaisir. Car ce jus de fruits n'est jamais en assez grande quantité pour qu'il désaltère. Rien ne lasse moins que cette transposition en saveur de la couleur d'un fruit, lequel, cuit, semble rétrograder vers la saison des fleurs, empourpré comme un verger au printemps, ou bien incolore et frais comme le zéphyr sous les arbres fruitiers, le jus se laisse respirer et regarder goutte à goutte, et M. d'Agrigente m'empêchait régulièrement de m'en rassasier. Malgré ces compotes, l'orangeade traditionnelle subsista, comme le tilleul. Sous ces modestes espèces, la communion sociale n'en avait pas moins lieu. En cela, sans doute, les amis de monsieur et de madame de Guermantes étaient tout de même, comme je me les étais d'abord figurés, restés plus différents que leur aspect décevant ne m'eût porté à le croire. Maint vieillard venait recevoir chez la duchesse, en même temps que l'invariable boisson, un accueil souvent assez peu aimable. Or, ce ne pouvait être par snobisme, étant eux-mêmes d'un rang auquel nul autre n'était supérieur, ni par amour du luxe. Ils l'aimaient peut-être, mais, dans de moindres conditions sociales, eussent pu en connaître un splendide, car ces mêmes soirs, la femme charmante d'un richissime financier eût tout fait pour les avoir à des chasses éblouissantes qu'elle donnerait pendant 2 jours pour le roi d'Espagne. Ils avaient refusé néanmoins et étaient venus à tout hasard voir si madame de Guermantes était chez elle. Ils n'étaient même pas certains de trouver là des opinions absolument conformes aux leurs, ou des sentiments spécialement chaleureux. Madame de Guermantes lançait parfois sur l'affaire Dreyfus, sur la République, sur les lois antireligieuses, ou même, à mi-voix, sur eux-mêmes, sur leurs infirmités, sur le caractère ennuyeux de leur conversation, des réflexions qu'ils devaient faire semblant de ne pas remarquer.
Sans doute s'ils gardaient là leurs habitudes. Était-ce par éducation affinée du gourmet mondain, par claire connaissance de la parfaite et première qualité du mets social, au goût familier, rassurant et sapide, sans mélange, non frelaté, dont ils savaient l'origine et l'histoire aussi bien que celle qui la leur servait, restés plus nobles en cela qu'ils ne le savaient eux-mêmes. Or, parmi ces visiteurs auxquels je fus présenté après dîner, le hasard fit qu'il y eut ce général de Montcerfeuil, dont avait parlé la princesse de Parme et que madame de Guermantes, du salon de qui il était un des habitués, ne savait pas devoir venir ce soir-là. Il s'inclina devant moi en entendant mon nom comme si j'eusse été président du Conseil supérieur de la guerre. J'avais cru que c'était simplement par quelque inserviabilité foncière et pour laquelle le duc, comme pour l'esprit, sinon pour l'amour, était le complice de sa femme, que la duchesse avait presque refusé de recommander son neveu à monsieur de Montcerfeuil. Et je voyais là une indifférence d'autant plus coupable que j'avais cru comprendre, par quelques mots échappés à la princesse de Parme, que le poste de Robert était dangereux et qu'il était prudent de l'en faire changer. Mais ce fut par la véritable méchanceté de madame de Guermantes que je fus révolté, quand, la princesse de Parme ayant timidement proposé d'en parler d'elle-même, et pour son compte au général, la duchesse fit tout ce qu'elle put pour en détourner l'altesse. « Mais madame, s'écria-t-elle, Montcerfeuil n'a aucune espèce de crédit ni de pouvoir avec le nouveau gouvernement. Ce serait un coup d'épée dans l'eau. »« Je crois qu'il pourrait nous entendre, » murmura la princesse en invitant la duchesse à parler plus bas. « Que votre Altesse ne craigne rien, il est sourd comme un pot, » dit sans baisser la voix la duchesse, que le général entendit parfaitement. « C'est que je crois que monsieur de Saint-Loup n'est pas dans un endroit très rassurant, » dit la princesse. « Que voulez-vous » répondit la duchesse. « Il est dans le cas de tout le monde, avec la différence que c'est lui qui a demandé à y aller. Et puis non, ce n'est pas dangereux. Sans cela, vous pensez bien que je m'en occuperai. J'en aurais parlé à Saint-Joseph pendant le dîner. Il est beaucoup plus influent. Et d'un travailleur, vous voyez, il est déjà parti. Du reste, ce serait moins délicat qu'avec celui-ci, qui a justement 3 de ses fils au Maroc et qui n'a pas voulu demander leur changement. Il pourrait objecter cela. Puisque votre Altesse y tient, j'en parlerai à Saint-Joseph, si je le vois, ou à Beautreillis. Mais si je ne les vois pas, ne plaignez pas trop Robert. On nous a expliqué l'autre jour où c'était. Je crois qu'il ne peut être nulle part mieux que là. Quelle jolie fleur! Je n'avais jamais vu de pareille. Il n'y a que vous, Oriane, pour avoir de telles merveilles, dit la princesse de Parme qui, de peur que le général de Montcerfeuil n'eût entendu la duchesse, cherchait à changer de conversation. Je reconnus une plante de l'espèce de celle qu'Elstir avait peinte devant moi. « Je suis enchanté qu'elles vous plaisent. Elles sont ravissantes. Regardez leurs petites tours de cou de velours mauve. Seulement, comme il peut arriver à des personnes très jolies et très bien habillées, elles ont un vilain nom et elles sentent mauvais. Malgré cela, je les aime beaucoup. Mais ce qui est un peu triste, c'est qu'elles vont mourir. Mais elles sont en pot. Ce ne sont pas des fleurs coupées, dit la princesse. Non, répondit la duchesse en riant, mais ça revient au même, comme ce sont des dames. C'est une espèce de plante où les dames et les messieurs ne se trouvent pas sur le même pied. Je suis comme les gens qui ont une chienne. Il me faudrait un mari pour mes fleurs. Sans cela, je n'aurais pas de petit. Comme c'est curieux. Mais alors, dans la nature, oui, il y a certains insectes qui se chargent d'effectuer le mariage, comme pour les souverains, par procuration, sans que le fiancé et la fiancée se soient jamais vus. Aussi, je vous jure que je recommande à mon domestique de mettre ma plante à la fenêtre le plus qu'il peut, tantôt du côté cour, tantôt du côté jardin, dans l'espoir que viendra l'insecte indispensable. Mais cela exigerait un tel hasard. Pensez, il faudrait qu'il ait justement été voir une personne de la même espèce et d'un autre sexe, et qu'il ait l'idée de venir mettre des cartes dans la maison. Il n'est pas venu jusqu'ici. Je crois que ma plante est toujours digne d'être rosière. J'avoue qu'un peu plus de dévergondage me plairait mieux.
Tenez, c'est comme ce bel arbre qui est dans la cour. Il mourra sans enfant, parce que c'est une espèce très rare dans nos pays. Lui, c'est le vent qui est chargé d'opérer l'union. Mais le mur est un peu haut. En effet, dit M. de Bréauté, vous auriez dû le faire abattre de quelques centimètres seulement. Cela aurait suffi. Ce sont des opérations qu'il faut savoir pratiquer. Le parfum de vanille qu'il y avait dans l'excellente glace que vous nous avez servie tout à l'heure, duchesse, vient d'une plante qui s'appelle le vanillier. Celle-là produit bien des fleurs, à la fois masculines et féminines. Mais une sorte de paroi, dure, placée entre elles, empêche toute communication. Aussi ne pouvait-on jamais avoir de fruits, jusqu'au jour où un jeune nègre natif de la Réunion est nommé Albin, ce qui entre parenthèses est assez comique pour un noir, puisque cela veut dire blanc, eut l'idée, à l'aide d'une petite pointe, de mettre en rapport les organes séparés. « Babal, vous êtes divin, vous savez tout !» s'écria la duchesse. « Mais vous-même, Oriane, vous m'avez appris des choses dont je ne me doutais pas, » dit la princesse. « Je dirais à votre Altesse que c'est Swann, qui m'a toujours beaucoup parlé de botanique. Quelquefois, quand cela nous embêtait trop d'aller à un thé ou à une matinée, nous partions pour la campagne et il me montrait des mariages extraordinaires de fleurs, ce qui est beaucoup plus amusant que les mariages de gens, sans lunch et sans sacristie. On n'avait jamais le temps d'aller bien loin. Maintenant qu'il y a l'automobile, ça serait charmant. Malheureusement, dans l'intervalle, il a fait lui-même un mariage encore beaucoup plus étonnant et qui rend tout difficile. Ah, madame, la vie est une chose affreuse. On passe son temps à faire des choses qui vous ennuient, et quand, par hasard, on connaît quelqu'un avec qui on pourrait en voir d'intéressantes, il faut qu'il fasse le mariage de Swann. Placé entre le renoncement aux promenades botaniques et l'obligation de fréquenter une personne déshonorante, j'ai choisi la première de ces deux calamités. D'ailleurs, au fond, il n'y aurait pas besoin d'aller si loin. Il paraît que, rien que dans mon petit bout de jardin, il se passe en plein jour plus de choses inconvenantes que la nuit dans le bois de Boulogne. Seulement, ça ne se remarque pas, parce qu'entre fleurs, ça se fait très simplement. On voit une petite pluie orangée, ou bien une mouche très poussiéreuse qui vient essuyer ses pieds, ou prendre une douche avant d'entrer dans une fleur. Et tout est consommé. La commode sur laquelle la plante est posée est splendide aussi. C'est empire, je crois, dit la princesse qui, n'étant pas familière avec les travaux de Darwin et de ses successeurs, comprenait mal la signification des plaisanteries de la duchesse. « N'est-ce pas? C'est beau. Je suis ravie que madame l'aime, » répondit la duchesse. « C'est une pièce magnifique. Je vous dirais que j'ai toujours adoré le style empire, même au temps où cela n'était pas à la mode. Je me rappelle qu'à Guermantes, je m'étais fait honnir de ma belle-mère parce que j'avais dit de descendre du grenier tous les splendides meubles empire que Bazin avait hérités des Montesquiou et que j'en avais meublé l'aile que j'habitais. » Monsieur de Guermantes sourit. Il devait pourtant se rappeler que les choses s'étaient passées d'une façon fort différente. Mais les plaisanteries de la princesse des Laumes sur le mauvais goût de sa belle-mère, ayant été de tradition pendant le peu de temps où le prince avait été épris de sa femme, à son amour pour la seconde avait survécu un certain dédain pour l'infériorité d'esprit de la première, dédain qui s'alliait d'ailleurs à beaucoup d'attachement et de respect. Les hyénas ont le même fauteuil avec incrustation de waxwood. Il est beau, mais j'aime le mien, dit la duchesse du même air d'impartialité que si elle n'avait pas possédé aucun de ces deux meubles. Je reconnais du reste qu'ils ont des choses merveilleuses que je n'ai pas. La princesse de Parme garda le silence. « Mais c'est vrai ! Votre Altesse ne connaît pas leur collection. Oh, elle devrait absolument y venir une fois avec moi. C'est une des choses les plus magnifiques de Paris. C'est un musée qui serait vivant. » Et comme cette proposition était une des audaces les plus guermantes de la duchesse, parce que les hyénas étaient, pour la duchesse, pour la princesse de Parme, de purs usurpateurs, leur fils portant, comme le sien, le titre de duc de Gastala. Madame de Guermantes, en la lançant ainsi, ne se retint pas,
tant l'amour qu'elle portait à sa propre originalité l'emportait encore sur la déférence pour la princesse de Parme, de jeter sur les autres convives des regards amusés et souriants. Eux aussi s'efforçaient de sourire, à la fois effrayés, émerveillés et surtout ravis de penser qu'ils étaient témoins de la dernière d'Oriane et pourraient la raconter tout chaud. Ils n'étaient qu'à demi stupéfaits, sachant que la duchesse avait l'art de faire litière de tous les préjugés courvoisiers pour une réussite de vie plus piquante et plus agréable. N'avait-elle pas, au cours de ces dernières années, réuni à la princesse Mathilde le duc d'Aumale, qui avait écrit au propre frère de la princesse la fameuse lettre « Dans ma famille, tous les hommes sont braves et toutes les femmes sont chastes ». Or, les princes, le restant même au moment où ils paraissent vouloir oublier qu'ils le sont, le duc d'Aumale et la princesse Mathilde s'étaient tellement plu chez madame de Guermantes qu'ils étaient ensuite allés chez l'un chez l'autre avec cette faculté d'oublier le passé que témoigna Louis XVIII quand il prit pour ministre Fouché qui avait voté la mort de son frère. Madame de Guermantes nourrissait le même projet de rapprochement entre la princesse Murat et la reine de Naples. En attendant, la princesse de Parme paraissait aussi embarrassée qu'auraient pu l'être les héritiers de la couronne des Pays-Bas et de Belgique, respectivement prince d'Orange et duc de Brabant, si on avait voulu leur présenter monsieur de Mayinel, prince d'Orange, et monsieur de Charlus, duc de Brabant. Mais d'abord la duchesse, Aquiswan et monsieur de Charlus, bien que ce dernier fût résolu à ignorer les Iénas, avaient à grand-peine fini par leur faire aimer le style empire, s'écria « Madame, sincèrement, je ne peux pas vous dire à quel point vous trouverez cela beau. J'avoue que le style empire m'a toujours impressionné. Mais chez les Iénas, là, c'est vraiment comme une hallucination. Cette espèce, comment vous dire, de reflux de l'expédition d'Égypte. Et puis aussi de remonter jusqu'à nous de l'Antiquité. Tout cela qui envahit nos maisons, les sphinx qui viennent se mettre au pied des fauteuils, les serpents qui s'enroulent au candélabre, une muse énorme qui vous tend un petit flambeau pour jouer à la bouillotte ou qui est tranquillement montée sur votre cheminée et s'accoude à votre pendule. Et puis, toutes les lampes pompéennes, les petits lits en bateau qui ont l'air d'avoir été trouvés sur le Nil et d'où on s'attend à voir sortir Moïse, ces quadrilles antiques qui galopent le long des tables de nuit. On n'est pas très bien assis dans les meubles empires, hasarda la princesse. Non, répondit la duchesse, mais, ajouta madame de Guermantes en insistant avec un sourire, j'aime être mal assise sur ces sièges d'acajou recouverts de velours grenat ou de soie verte. J'aime cet inconfort de guerriers qui ne comprennent que la chaise curule et au milieu du grand salon croisaient les faisceaux et entassaient les lauriers. Je vous assure que, chez les Iénas, on ne pense pas un instant à la manière dont on est assis, quand on voit devant soi une grande grenite de victoire peinte à fresque sur le mur. Mon époux va me trouver bien mauvaise royaliste, mais je suis très mal pensante, vous savez. Je vous assure que, chez ces gens-là, on en arrive à aimer tous ces haines, toutes ces abeilles. Mon Dieu, comme sous les rois, depuis pas mal de temps, on n'a pas été très gâtés du côté gloire. Ces guerriers qui rapportaient tant de couronnes qu'ils en mettaient jusque sur les bras des fauteuils. Je trouve que ça a un certain chic. Votre Altesse devrait... Mon Dieu, si vous croyez, dit la princesse, mais il me semble que cela ne sera pas facile. Mais madame verra que tout s'arrangera très bien. Ce sont de très bonnes gens, pas bêtes. Nous y avons mené madame de Chevreuse, ajouta la duchesse, sachant la puissance de l'exemple. Elle a été ravie. Le fils est même très agréable. Ce que je vais dire n'est pas très convenable, ajouta-t-elle. Mais il a une chambre et surtout un lit où on voudrait dormir, sans lui. Ce qui est encore moins convenable, c'est que j'ai été le voir une fois, pendant qu'il était malade et couché. À côté de lui, sur le rebord du lit, il y avait sculpté une longue sirène allongée, ravissante, avec une queue de nacre, et qui tient dans la main des espèces de lotus. Je vous assure, ajouta madame de Guermantes,
en ralentissant son débit pour mettre encore mieux en relief les mots qu'elle avait l'air de modeler avec la moue de ses belles lèvres, le fuselage de ses longues mains expressives, et tout en attachant sur la princesse un regard doux, fixe et profond, qu'avec les palmettes et la couronne d'or qui étaient à côté, c'était émouvant. C'était tout à fait l'arrangement du jeune homme et la mort de Gustave Moreau. Votre Altesse connaît sûrement ce chef-d'œuvre. La princesse de Parme, qui ignorait même le nom du peintre, fit de violents mouvements de tête et sourit avec ardeur afin de manifester son admiration pour ce tableau. Mais l'intensité de sa mimique ne parvint pas à remplacer cette lumière qui reste absente de nos yeux tant que nous ne savons pas de quoi on veut nous parler. « Il est joli garçon, je crois » demanda-t-elle. « Non, car il a l'air d'un tapir. Les yeux sont un peu ceux d'une reine Hortense pour abat-jour. Mais il a probablement pensé qu'il serait un peu ridicule pour un homme de développer cette ressemblance. Et cela se perd dans des joues encaustiquées, qui lui donnent un air assez mamelouk. On sent que le frotteur doit passer tous les matins. Swann, ajouta-t-elle, revenant au lit du jeune duc, a été frappé de la ressemblance de cette sirène avec la mort de Gustave Moreau. Mais d'ailleurs, ajouta-t-elle d'un ton plus rapide et pourtant sérieux, afin de faire rire davantage, il n'y a pas à nous frapper, car c'était un rhume de cerveau, et le jeune homme se porte comme un charme. « On dit qu'il est snob ?» demanda M. de Bréauté d'un air malveillant, allumé, et en attendant dans la réponse la même précision que s'il avait dit « On m'a dit qu'il n'avait que 4 doigts à la main droite. Est-ce vrai ?»« Mon Dieu, non !» répondit Madame de Guermantes avec un sourire de douce indulgence. Peut-être un tout petit peu snob d'apparence, parce qu'il est extrêmement jeune, mais cela m'étonnerait qu'il le fût en réalité, car il est intelligent, ajouta-t-elle, comme s'il y eut, à son avis, incompatibilité absolue entre le snobisme et l'intelligence. Il est fin, je l'ai vu drôle, dit-elle encore en riant d'un air gourmet et connaisseur, comme si porter le jugement de drôlerie sur quelqu'un exigeait une certaine expression de gaieté, ou comme si les saillies du duc de Guastella lui revenaient à l'esprit en ce moment. Du reste, comme il n'est pas reçu, ce snobisme n'aurait pas à s'exercer, reprit-elle sans songer qu'elle n'encourageait pas beaucoup de la sorte, la princesse de Parme. Je me demande ce que dira le prince de Guermantes, qui l'appelle Madame Iéna, s'il apprend que je suis allé chez elle. Mais comment ? S'écria avec une extraordinaire vivacité la duchesse. Vous savez que c'est nous qui avons cédé à Gilbert. Elle s'en repentait amèrement aujourd'hui. Toute une salle de jeu empire qui venait de QQ et qui est une splendeur. Il n'y avait pas la place ici, où pourtant je trouve que ça faisait tellement mieux que chez lui. C'est une chose de toute beauté, moitié étrusque, moitié égyptienne. Égyptienne ? Demanda la princesse, à qui étrusque disait peu de choses. Mon Dieu, un peu les deux. Swann nous disait cela, il me l'a expliqué. Seulement, vous savez, je suis une pauvre ignorante. Et puis au fond, madame, ce qu'il faut se dire, c'est que l'Égypte du style empire n'a aucun rapport avec la vraie Égypte, ni leurs Romains avec les Romains, ni leur Étrurie. Vraiment ? Dit la princesse. Mais non, c'est comme ce qu'on appelait un costume Louis XV sous le Second Empire, dans la jeunesse d'Anna de Mouchy ou de la mère de ce cher Brigode. Tout à l'heure, Bazin vous parlait de Beethoven. On nous jouait l'autre jour de lui une chose très belle d'ailleurs, un peu froide, où il y a un thème russe. C'en est touchant de penser qu'il croyait cela russe. Et de même, les peintres chinois ont cru copier Bellini. D'ailleurs, même dans le même pays, chaque fois que quelqu'un regarde les choses d'une façon un peu nouvelle, les 4/4 des gens ne voient goutte à ce qu'il leur montre. Il faut au moins 40 ans pour qu'ils arrivent à distinguer. 40 ans ! S'écria la princesse effrayée. Mais oui, reprit la duchesse, en ajoutant de plus en plus aux mots, qui étaient presque des mots de moi, car j'avais justement émis devant elle une idée analogue. Grâce à prononciation, l'équivalent de ce que pour les caractères imprimés, on appelle italique.
C'est comme une espèce de premier individu isolé d'une espèce qui n'existe pas encore et qui pullulera. Un individu doué d'une espèce de sens que l'espèce humaine, à son époque, ne possède pas. Je ne peux guère me citer parce que moi, au contraire, j'ai toujours aimé, dès le début, toutes les manifestations intéressantes, si nouvelles qu'elles fussent. Mais enfin, l'autre jour, j'ai été avec la grande-duchesse au Louvre. Nous avons passé devant l'Olympia de Manet. Maintenant, personne ne s'en étonne plus. Ça a l'air d'une chose d'ingre. Et pourtant, Dieu sait ce que j'ai eu à rompre de lance pour ce tableau, que je n'aime pas du tout, mais qui est sûrement de quelqu'un. Sa place n'est peut-être pas tout à fait au Louvre. Elle va bien, la grande-duchesse demanda la princesse de Parme, à qui la tante du tsar était infiniment plus familière que le modèle de Manet. Oui, nous avons parlé de vous. Au fond, reprit la duchesse qui tenait à son idée, la vérité c'est que, comme dit mon beau-frère Palamède, l'on a entre soi et chaque personne le mur d'une langue étrangère. Du reste, je reconnais que ce n'est exact de personne autant que de Gilbert. Si cela vous amuse d'aller chez les Iéna, vous avez trop d'esprit pour faire dépendre vos actes de ce que peut penser ce pauvre homme, qui est une chère créature innocente, mais enfin, qui a des idées de l'autre monde. Je me sens plus rapproché, plus consanguine de mon cocher, de mes chevaux, que de cet homme qui se réfère tout le temps à ce qu'on aurait pensé sous Philippe Hardy ou sous Louis le Gros. Songez que quand il se promène dans la campagne, il écarte les paysans d'un air bonasse, avec sa canne, en disant « Allez, Manon !» Je suis au fond aussi étonné quand il me parle que si je m'entendais adresser la parole par les gisants des anciens tombeaux gothiques. Cette pierre vivante a beau être mon cousin, elle me fait peur, et je n'ai qu'une idée, c'est de la laisser dans son Moyen-Âge. À part ça, je reconnais qu'il n'a jamais assassiné personne. Je viens justement de dîner avec lui chez Madame de Villeparisis, dit le général, mais sans sourire ni adhérer aux plaisanteries de la duchesse. « Est-ce que monsieur de Norpois était là ?» demanda le prince Von, qui pensait toujours à l'Académie des sciences morales. « Oui, dit le général, il a même parlé de votre empereur. Il paraît que l'empereur Guillaume est très intelligent, mais il n'aime pas la peinture d'Elstir. » « Je ne dis du reste pas cela contre lui, » répondit la duchesse. « Je partage sa manière de voir, quoiqu'Elstir ait fait un beau portrait de moi. »« Ah, vous ne le connaissez pas, ce n'est pas ressemblant, mais c'est curieux. Il est intéressant pendant les pauses. Il m'a fait comme une espèce de vieillarde. Cela imite les régentes de l'hôpital de Hals. Je pense que vous connaissez ces sublimités, pour prendre une expression chère à mon neveu, dit en se tournant vers moi, la duchesse, qui faisait battre légèrement son éventail de plumes noires. Plus que droite sur sa chaise, elle rejetait noblement sa tête en arrière, car tout en étant toujours grande dame, elle jouait un petit peu à la grande dame. Je dis que j'étais allé autrefois à Amsterdam et à La Haye, mais que, pour ne pas tout mêler, comme mon temps était limité, j'avais laissé de côté Haarlem. « Ah, La Haye, quel musée !» s'écria M. de Guermantes. Je lui dis qu'il y avait sans doute admiré la vue de Delft, de Vermeer. Mais le duc était moins instruit qu'orgueilleux. Aussi se contenta-t-il de me répondre d'un air de suffisance, comme chaque fois qu'on lui parlait d'une œuvre d'un musée ou bien du salon, et qu'il ne se rappelait pas « Si c'est à voir, je l'ai vu. »« Comment ? Vous avez fait le voyage de Hollande et vous n'êtes pas allé à Haarlem ?» s'écria la duchesse. « Mais quand même, vous n'auriez qu'un quart d'heure. C'est une chose extraordinaire avoir vu que les Hals. Je dirais volontiers que quelqu'un qui ne pourrait les voir que du haut d'une impériale de tramway, sans s'arrêter, s'ils étaient exposés dehors, devrait ouvrir les yeux tout grands. » Cette parole me choqua comme méconnaissant la façon dont se forment en nous les impressions artistiques. Et parce qu'elle semblait impliquer que notre œil est, dans ce cas, un simple appareil enregistreur qui prend des instantanés. Monsieur de Guermantes, heureux qu'elle me parlât avec une telle compétence des sujets qui m'intéressaient, regardait la prestance célèbre de sa femme, écoutait ce qu'elle disait de Franz Hals et pensait
Elle est ferrée à glace, surtout. Mon jeune invité peut se dire qu'il a devant lui une grande dame d'autrefois, dans toute l'acceptation du mot, et comme il n'y en a pas aujourd'hui une deuxième. Tels je les voyais tous deux, retirés de ce nom de Guermantes, dans lequel, jadis, je me les imaginais menant une inconcevable vie. Maintenant, pareils aux autres hommes et aux autres femmes, retardant seulement un peu sur leurs contemporains, mais inégalement, comme tant de ménages du faubourg Saint-Germain, où la femme a eu l'art de s'arrêter à l'âge d'or, l'homme la mauvaise chance de descendre à l'âge ingrat du passé. L'une restant encore Louis XV quand le mari est pompeusement Louis-Philippe. Que Madame de Guermantes fût pareille aux autres femmes, ça avait été pour moi d'abord une déception. C'était presque par réaction, et tant de bon vin aidant, un émerveillement. Un Don Juan d'Autriche, une Isabelle d'Este, située pour nous dans le monde des noms, communique aussi peu avec la grande histoire que le côté de Méséglise avec le côté de Guermantes. Isabelle d'Este fut, sans doute, dans la réalité, une fort petite princesse, semblable à celle qui, sous Louis XIV, n'obtenait aucun rang particulier à la cour. Mais, nous semblant d'une essence unique et par suite incomparable, nous ne pouvons la concevoir d'une moindre grandeur, de sorte qu'un souper avec Louis XIV nous paraîtrait seulement offrir quelque intérêt, tandis qu'en Isabelle d'Este, nous nous trouverions, par une rencontre, voir de nos yeux une surnaturelle héroïne de roman. Or, après avoir, en étudiant Isabelle d'Este, en la transplantant patiemment de ce monde féerique dans celui de l'histoire, constaté que sa vie, sa pensée, ne contenait rien de cette étrangeté mystérieuse qui nous avait suggéré son nom. Une fois cette déception consommée, nous savons un gré infini à cette princesse d'avoir eu de la peinture de Mantegna des connaissances presque égales à celles jusque-là méprisées par nous et mises, comme dit Françoise, plus bas que terre, de Monsieur Lafenestre. Après avoir gravi les hauteurs inaccessibles du nom de Guermantes, en descendant le versant interne de la vie de la duchesse, j'éprouvais à y trouver les noms familiers ailleurs de Victor Hugo, de Franz Hals et hélas de Wiber, le même étonnement qu'un voyageur, après avoir tenu compte pour imaginer la singularité des mœurs dans un vallon sauvage de l'Amérique centrale ou de l'Afrique du Nord, de l'éloignement géographique, de l'étrangeté des dénominations de la flore, éprouve à découvrir, une fois traversé un rideau d'aloès gélant ou de manzanillier, des habitants qui, parfois même devant les ruines d'un théâtre romain et d'une colonne dédiée à Vénus, sont en train de lire Mérope ou Alzire. Et si loin, si à l'écart, si au-dessus des bourgeois instruites que j'avais connus, la culture similaire par laquelle Madame de Guermantes s'était efforcée, sans intérêt, sans raison d'ambition, de descendre au niveau de celle qu'elle ne connaîtrait jamais, avait le caractère méritoire, presque touchant, à force d'être inutilisable, d'une érudition en matière d'antiquité phénicienne chez un homme politique ou un médecin. J'en aurais pu vous en montrer un très beau, me dit aimablement Madame de Guermantes en me parlant de Hals. Le plus beau, prétendent certaines personnes, et que j'ai hérité d'un cousin allemand. Malheureusement, il s'est trouvé fieffé dans le château. Ah, vous ne connaissiez pas cette expression. Moi non plus, ajouta-t-elle par ce goût qu'elle avait de faire des plaisanteries, par lequel elle se croyait moderne, sur les coutumes anciennes, mais auxquelles elle était inconsciemment et âprement attachée. Je suis contente que vous ayez vu mes Elstir, mais j'avoue que je l'aurais été encore bien plus si j'avais pu vous faire les honneurs de mon Hals, de ce tableau fieffé. « Je le connais, » dit le prince von. « C'est celui du grand-duc de Hesse. »« Justement, son frère avait épousé ma sœur, » dit monsieur de Guermantes. « Et d'ailleurs, sa mère était cousine germaine de la mère d'Oriane. Mais en ce qui concerne monsieur Elstir, ajouta le prince, je me permettrai de dire que, sans avoir d'opinion sur ses œuvres, que je ne connais pas, la haine dont le poursuit l'empereur ne me paraît pas devoir être retenue contre lui. L'empereur est
d'une merveilleuse intelligence. Oui, j'ai dîné 2 fois avec lui. Une fois chez ma tante Sagan, une fois chez ma tante Radziwill. Et je dois dire que je l'ai trouvé curieux. Je ne l'ai pas trouvé simple. Mais il a quelque chose d'amusant, d'obtenu, dit-elle en détachant le mot. Comme un œillet vert, c'est-à-dire une chose qui m'étonne et ne me plaît pas infiniment. Une chose qu'il est étonnant qu'on ait pu faire, mais que je trouve qu'on aurait fait aussi bien de ne pas pouvoir. J'espère que cela ne vous choque pas. L'empereur est d'une intelligence inouïe, reprit le prince. Il aime passionnément les arts. Il a sur les œuvres d'art un goût en quelque sorte infaillible. Il ne se trompe jamais. Si quelque chose est beau, il le reconnaît tout de suite. Il le prend en haine. S'il déteste quelque chose, il n'y a aucun doute à avoir, c'est que c'est excellent. Tout le monde sourit. Vous me rassurez, dit la princesse. Je comparerai volontiers l'empereur, reprit le prince, qui, ne sachant pas prononcer le mot archéologue, c'est-à-dire comme si c'était écrit chéologue, ne perdait jamais une occasion de s'en servir. Ah, un vieil archéologue, et le prince dit archéologue, que nous savons à Berlin. Devant les anciens monuments assyriens, le vieil archéologue pleure. Mais si c'est du moderne truqué, si ce n'est pas vraiment ancien, il ne pleure pas. Alors, quand on veut savoir si une pièce archéologique est vraiment ancienne, on la porte au vieil archéologue. S'il pleure, on achète la pièce pour le musée. Si ses yeux restent secs, on la renvoie au marchand et on le poursuit pour faux. Eh bien, chaque fois que je dîne à Potsdam, toutes les pièces dont l'empereur me dit « Prince, il faut que vous voyez cela, c'est plein de génialité », j'en prends note pour me garder d'y aller, et quand je l'entends fulminer contre une exposition, dès que cela m'est possible, j'y cours. Est-ce que Norpois n'est pas pour un rapprochement anglo-français, dit M. de Guermantes. À quoi ça vous servirait demanda d'un air à la fois irrité et finaud le prince Faune, qui ne pouvait pas souffrir les Anglais. Ils sont tellement bêtes. Je sais bien que ce n'est pas comme militaire qu'ils vous aideraient. Enfin, on peut tout de même les juger sur la stupidité de leurs généraux. Un de mes amis a causé récemment avec Botha, vous savez, le chef Bauer. Il lui disait, c'est effrayant une armée comme ça. J'aime d'ailleurs plutôt les Anglais, mais enfin, pensez que moi, qui ne suis qu'un paysan, je les ai rossés dans toutes les batailles. Et là, à la dernière, comme je succombais sous un nombre d'ennemis 20 fois supérieur, tout en me rendant, parce que j'y étais obligé, j'ai encore trouvé le moyen de faire 2000 prisonniers. Ça a été bien parce que je n'étais qu'un chef de paysans, mais enfin, si jamais ces imbéciles-là avaient à se mesurer avec une vraie armée européenne, on tremble pour eux de penser à ce qui arriverait. Du reste, vous n'avez qu'à voir que le roi, que vous connaissez comme moi, passe pour un grand homme en Angleterre. J'écoutais à peine ces histoires, du genre de celles que M. de Norpois racontait à mon père. Elles ne fournissaient aucun aliment aux rêveries que j'aimais. Et d'ailleurs, eussent-elles possédé ceux dont elles étaient dépourvues, qu'il les eût fallu d'une qualité bien excitante pour que ma vie intérieure puisse se réveiller durant ces heures mondaines où j'habitais mon épiderme, mes cheveux bien coiffés, mon plastron de chemise, c'est-à-dire où je ne pouvais rien éprouver de ce qui était pour moi dans la vie, le plaisir. « Ah, je ne suis pas de votre avis, » dit madame de Guermantes, qui trouvait que le prince allemand manquait de tact. « Je trouve que le roi Édouard, charmant, si simple et bien plus fin qu'on ne croit. Et la reine est, même encore maintenant, ce que je connais de plus beau au monde. Mais, madame la duchesse, dit le prince, irrité, et qui ne s'apercevait pas qu'il déplaisait. Cependant, si le prince de Galles avait été un simple particulier, il n'y a pas un cercle qui ne l'aurait rayé, et personne n'aurait consenti à lui serrer la main. La reine est ravissante, excessivement douce et bornée. Mais enfin, il y a quelque chose de choquant dans ce couple royal, qui est littéralement entretenu par ses sujets, qui se fait payer par les gros financiers juifs toutes les dépenses qu'il lui devrait faire. Et les nomme baronnets en échange. C'est comme le prince de Bulgarie. C'est notre cousin, dit la duchesse. Il a de l'esprit. C'est le mien aussi, dit le prince. Mais nous ne pensons pas pour ça que ce soit un brave homme. Non, c'est de nous qu'il faudrait vous rapprocher. C'est le plus grand désir de l'empereur. Mais il veut que ça vienne du cœur. Il dit, ce que je veux, c'est une poignée de main. Ce n'est pas un coup de chapeau. Ainsi,
Vous seriez invincible. Ce serait plus pratique que le rapprochement anglo-français que prêche M. de Norpois. Vous le connaissez, je sais, me dit la duchesse de Guermantes pour ne pas me laisser en dehors de la conversation, me rappelant que M. de Norpois avait dit que j'avais eu l'air de vouloir lui baiser la main, pensant qu'il avait sans doute raconté cette histoire à Madame de Guermantes et en tout cas n'avait pu lui parler de moi que méchamment, puisque malgré son amitié avec mon père, il n'avait pas hésité à me rendre si ridicule. Je ne fis pas ce qu'eût fait un homme du monde. Il aurait dit qu'il détestait M. de Norpois et le lui avait fait sentir. Il l'aurait dit pour avoir l'air d'être la cause volontaire des médisances de l'ambassadeur, qui n'eussent plus été que des représailles mensongères et intéressées. Je dis, au contraire, qu'à mon grand regret, je croyais que M. de Norpois ne m'aimait pas. Vous vous trompez bien, me dit Madame de Guermantes. Il vous aime beaucoup. Vous pouvez demander à Bazin. Si on me fait la réputation d'être trop aimable, lui ne l'est pas. Il vous dira que nous n'avons jamais entendu parler Norpois de quelqu'un aussi gentiment que vous. Et il a dernièrement voulu vous faire donner au ministère une situation charmante. Comme il a su que vous étiez souffrant et ne pourriez pas l'accepter, il a eu la délicatesse de ne pas même en parler de sa bonne intention à votre père, qu'il apprécie infiniment. M. de Norpois était bien la dernière personne de qui j'eusse attendu un bon office. La vérité est qu'étant moqueur et même assez malveillant, ceux qui s'étaient laissés prendre comme moi à ces apparences de Saint-Louis, rendant la justice sous un chêne, au son de voix facilement apitoyées qui sortaient de sa bouche un peu trop harmonieuse, croyaient à une véritable perfidie quand ils apprenaient une médisance à leur égard venant d'un homme qui avait semblé mettre son cœur dans ses paroles. Ces médisances étaient assez fréquentes chez lui. Mais cela ne l'empêchait pas d'avoir des sympathies, de louer ceux qu'il aimait et d'avoir plaisir à se montrer serviable pour eux. Cela ne m'étonne pas du reste qu'il vous apprécie, me dit Madame de Guermantes. Il est intelligent. Et je comprends très bien, ajoutait-elle pour les autres, et faisait allusion à un projet de mariage que j'ignorais, que ma tante, qui ne l'amuse pas déjà beaucoup comme vieille maîtresse, lui paraisse inutile comme nouvelle épouse. D'autant plus que je crois que, même maîtresse, elle ne l'est plus depuis longtemps. Elle est plus confite en dévotion. Bouze Norpois peut dire, comme dans les vers de Victor Hugo, « Voilà longtemps que celle avec qui j'ai dormi, ô Seigneur, a quitté ma couche pour la vôtre. » Vraiment, ma pauvre tante est comme ces artistes d'avant-garde qui ont tapé toute leur vie contre l'académie et qui, sur le tard, fondent leur petite académie à eux. Ou bien les défroqués qui se refabriquent une religion personnelle. Alors, autant valait garder l'habit, ou ne pas se coller. Et qui sait, ajouta la duchesse d'un air rêveur, c'est peut-être en prévision du veuvage. Il n'y a rien de plus triste que les deuils qu'on ne peut pas porter. Ah, si Madame de Valparisis devenait Madame de Norpois, je crois que notre cousin Gilbert en ferait une maladie, dit le général de Saint-Joseph. Le prince de Guermantes est charmant, mais il est, en effet, très attaché aux questions de naissance et d'étiquette, dit la princesse de Parme. J'ai été passer 2 jours chez lui à la campagne pendant que, malheureusement, la princesse était malade. J'étais accompagné de Petite. C'était un surnom qu'on donnait à Madame Dunenstein, parce qu'elle était énorme. Le prince est venu m'attendre au bas du perron, m'a offert le bras et a fait semblant de ne pas voir Petite. Nous sommes montés au premier jusqu'à l'entrée des salons, et alors là, en s'écartant pour me laisser passer, il a dit « Ah, bonjour, Madame Dunenstein ». Il ne l'appelle jamais que comme cela depuis sa séparation, en feignant d'apercevoir seulement alors Petite, afin de montrer qu'il n'avait pas à venir la saluer en bas. « Ça ne m'étonne pas du tout. Je n'ai pas besoin de vous dire, » dit le duc, qui se croyait extrêmement moderne, contenteur plus que quiconque de la naissance, et même républicain, que je n'ai pas beaucoup d'idées communes avec mon cousin. Madame peut se douter que nous nous entendons à peu près sur toutes choses, comme le jour avec la nuit.
Mais je dois dire que si ma tante épousait Norpois, pour une fois, je serais de l'avis de Gilbert. Être la fille de Florimond de Guise et faire un tel mariage, ce serait, comme on dit, à faire rire les poules. Que voulez-vous que je vous dise? Ces derniers mots, que le duc prononçait généralement au milieu d'une phrase, étaient là tout à fait inutiles. Mais il avait un besoin perpétuel de les dire, qui les lui faisait rejeter à la fin d'une période s'il n'avait pas trouvé de place ailleurs. C'était pour lui, entre autres choses, comme une question de métrique. Notez, ajouta-t-il, que les Norpois sont de braves gentilshommes, de bons lieux, de bonnes souches. Écoutez, Bazin, ce n'est pas la peine de se moquer de Gilbert pour parler comme lui, dit madame de Guermantes, pour qui la bonté d'une naissance, non moins celle que d'un vin, consistait exactement, comme pour le prince et pour le duc de Guermantes, dans son ancienneté. Mais moins franche que son cousin et plus fine que son mari, elle tenait à ne pas démentir en causant l'esprit des Guermantes et méprisait le rang dans ses paroles, quitte à l'honorer par ses actions. Mais est-ce que vous n'êtes pas vous-même un peu cousin? Demanda le général de Saint-Joseph. Il me semble que Norpois avait épousé une La Rochefoucauld. Pas du tout de cette manière-là. Elle était de la branche des ducs de La Rochefoucauld. Ma grand-mère est des ducs de Doudeville. C'est la propre grand-mère d'Édouard Coucou, l'homme le plus sage de la famille, répondit le duc, qui avait, sur la sagesse, des vues un peu superficielles. Et les deux rameaux ne se sont pas réunis depuis Louis XIV. Ce serait un peu éloigné. Tiens, c'est intéressant, je ne le savais pas, dit le général. D'ailleurs, reprit M. de Guermantes, sa mère était, je crois, la sœur du duc de Montmorency et avait épousé d'abord un Latour d'Auvergne. Mais, comme ces Montmorency sont à peine Montmorency et que ces Latour d'Auvergne ne sont pas Latour d'Auvergne du tout, je ne vois pas que ça lui donne une grande position. Il dit, ce qui serait le plus important, qu'il descend de Saint-Traille. Et comme nous en descendons en ligne directe, il y avait à Combray une rue de Saint-Traille à laquelle je n'avais jamais repensé. Elle conduisait de la rue de la Bretonnerie à la rue de l'Oiseau. Et, comme Saint-Traille, ce compagnon de Jeanne d'Arc avait, en épousant une Guermantes, fait entrer dans cette famille le comté de Combray, ses armes écartelaient celles de Guermantes au bas d'un vitrail de Saint-Hilaire. Je revis des marches de grès noirâtres, pendant qu'une modulation ramenait ce nom de Guermantes dans le ton oublié où je l'entendais jadis, si différent de celui où il signifiait les hôtes aimables chez qui je dînais ce soir. Si le nom de la duchesse de Guermantes était pour moi un nom collectif, ce n'était pas que dans l'histoire, par l'addition de toutes les femmes qui l'avaient porté, mais aussi au long de ma courte jeunesse, qui avait déjà vu, en cette seule duchesse de Guermantes, tant de femmes différentes se superposer, chacune disparaissant quand la suivante avait pris assez de consistance. Les mots ne changent pas tant de signification pendant des siècles que pour nous les noms, dans l'espace de quelques années. Notre mémoire et notre cœur ne sont pas assez grands pour pouvoir être fidèles. Nous n'avons pas assez de place dans notre pensée actuelle pour garder les morts à côté des vivants. Nous sommes obligés de construire sur ce qui a précédé et que nous ne retrouvons qu'au hasard d'une fouille, du genre de celle que le nom de Saint-Traille venait de pratiquer. Je trouvais inutile d'expliquer tout cela, et même, un peu auparavant, j'avais implicitement menti en ne répondant pas quand M. de Guermantes m'avait dit « Vous ne connaissez pas notre patelin ?» Peut-être savait-il même que je le connaissais, et ne fût-ce que par bonne éducation qu'il n'insista pas. Madame de Guermantes me tirera de ma rêverie. Moi, je trouve cela assommant. Écoutez, ce n'est pas toujours aussi ennuyeux chez moi. J'espère que vous allez vite revenir dîner pour une compensation, sans généalogie cette fois, me dit à mi-voix la duchesse, incapable de comprendre le genre de charme que je pouvais trouver chez elle, et d'avoir l'humilité de ne pas me plaire que comme un herbier plein de plantes démodées. Ce que madame de Guermantes croyait décevoir ma tante était au contraire ce qui sur la fin, car le duc et le général ne cessèrent plus de parler généalogie, sauvait ma soirée d'une déception complète.
Comment n'eusse-je pas éprouvé une jusqu'ici? Chacun des convives du dîner, affublant le nom mystérieux sous lequel je l'avais seulement connu et rêvé à distance d'un corps et d'une intelligence pareils ou inférieurs à ceux de toutes les personnes que je connaissais, m'avait donné l'impression de plate vulgarité que peut donner l'entrée dans le port danois d'Elseneur à tout lecteur enfiévré d'Hamlet. Sans doute ces régions géographiques et ceux passés anciens qui mettaient des futaies et des clochers gothiques dans leurs noms avaient, dans une certaine mesure, formé leurs visages, leurs esprits et leurs préjugés, mais n'y subsistaient que comme la cause dans les faits, c'est-à-dire peut-être possible à dégager pour l'intelligence, mais nullement sensible à l'imagination. Et ces préjugés d'autrefois rendirent tout à coup aux amis de monsieur et de madame de Guermantes leur poésie perdue. Certes, les notions possédées par les nobles et qui font d'eux les lettrés, les étymologistes de la langue, n'ont des mots, mais des noms, et encore seulement relativement à la moyenne ignorante de la bourgeoisie, car si à médiocrité égale, un dévot sera plus capable de vous répondre sur la liturgie qu'un libre penseur, en revanche, un archéologue anticlérical pourra souvent en remontrer à son curé, sur tout ce qui concerne même l'église de celui-ci. Ces notions, si nous voulons rester dans le vrai, c'est-à-dire dans l'esprit, n'avaient même pas pour ces grands seigneurs le charme qu'elles auraient eu pour un bourgeois. Ils savaient peut-être mieux que moi que la duchesse de Guise était princesse de Clèves, d'Orléans et de Porcian, etc. Mais ils avaient connu, avant même tous ces noms, le visage de la duchesse de Guise, que dès lors ce nom leur reflétait. J'avais commencé par la fée, dut-elle bientôt périr, eux par la femme.